Chaque jour, à la même heure exacte, un vieux berger allemand apparaissait à l'orée de la forêt et regardait en silence la cabane d'un vétéran qui essayait d'échapper au monde qu'il n'avait jamais demandé. Il ne demandait jamais de nourriture, il n'aboyait jamais. Il montait simplement la garde comme un soldat en mission secrète, mais le jour où le blizzard a frappé, pour la toute première fois, il n'est pas apparu. Pour la sentinelle solitaire dans la cabane, cette absence était plus terrifiante que le hurlement de la tempête, parce qu'il savait que ce silence n'était pas la paix, mais un cri de désespoir. Merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Le grondement du moteur fut le dernier son du monde dont Ben voulait se souvenir. Il se tenait sur le porche de sa petite cabane en bois, les bras croisés sur sa poitrine, regardant le vieux camion de livraison bleu délavé naviguer sur la piste de terre défoncée qui lui servait d'aller. Le chauffeur, un jeune homme au visage rond et joyeux, qui s'était présenté comme gosse, fit un dernier signe de la main enthousiaste. Ben ne lui offrit qu'un hochement de tête raide et brusque en retour. Le geste était un congédiement, une rupture finale du dernier lien. Gus sembla comprendre le message. Avec un haussement d'épaule, il reporta son attention sur le chemin dangereux, et bientôt le camion disparut derrière un bosquet de pins. Le son de son moteur s'estompa, avalé par l'immense silence en attente des montagnes et des Appalaches. Puis, il n'y eut plus rien. Rien que le murmure du vent à travers les hautes branches et le cri lointain d'un faucon. C'est ce qu'il avait payé. C'est ce qu'il avait cherché. Le silence absolu et ininterrompu. Ben resta sur le porche un long moment, une statue sculptée dans la solitude. Il avait 45 ans, mais les épreuves gravées sur son visage le faisaient paraître plus vieux. Sa grande silhouette maigre était d'une force trompeuse, affûtée par des années de discipline militaire et le dur labeur qui remplissait désormais ses journées. Ses cheveux bruns étaient coupés courts, pratiques, avec des fils d'argent distingués s'épanouissant sur ses tempes. Ce sont ses yeux qui racontaient la véritable histoire. Ils étaient d'un bleu profond et clair, mais ils contenaient une lassitude, une prudence qui tenait le monde à distance. Il avait déménagé ici dans ce coin oublié de la Virginie occidentale pour construire une forteresse non pas de bois et de pierre, mais de calme. Une forteresse contre les fantômes que le bruit semblait toujours réveiller. Il se retourna et rentra à l'intérieur. La cabane était comme lui, simple, fonctionnelle et dépourvue de confort pour le confort lui-même. Une seule pièce lui servait d'espace de vie, avec un petit poêle à bois efficace, une solide table en bois avec 2 chaises et un lit calé dans le coin le plus éloigné. Sa couverture en laine était pliée avec une précision militaire. Il n'y avait pas de photos sur les murs, pas de livres éparpillés, pas de télévision. Tout avait un but. Tout ce qui ne servait pas une fonction pratique directe avait été laissé derrière dans la vie qu'il avait systématiquement démantelée. Ce n'était pas une maison, c'était une base d'opération avancée dans sa guerre contre la mémoire. Ses journées s'installaient dans un rythme aussi rigide et inflexible que la pierre de la montagne. Il se réveillait avant le soleil, son corps toujours branché sur une horloge interne réglée dans un autre fuseau horaire, une autre vie. L'air froid de la montagne était un choc pour le système, une distraction bienvenue. D'abord venait le bois. Le balancement de la hache, le craquement aigu lorsque l'acier mordait dans le chêne assaisonné, le bruit sourd et satisfaisant lorsque les bûches se fendaient. C'était un travail méthodique, physique et exigeant. Il ne laissait aucune place à la pensée. Couper, empiler, répéter. Lorsque ses muscles brûlaient et que sa respiration était haletante, il s'arrêtait, mais seulement pour un instant. Ensuite, c'était la vérification du périmètre. Il marchait le long des bords de sa propriété de 10 acres, sa foulée longue et régulière, ses yeux balayant les bois denses qui l'encerclaient de toutes parts. Il ne cherchait pas d'intrus, du moins pas d'humains. Il vérifiait les arbres tombés, les signes de pistes d'animaux, les subtils changements dans le paysage. C'était une habitude ancrée en lui, le besoin de connaître son territoire, d'être conscient de son environnement. Il était une sentinelle gardant un poste vide. Le reste de la journée était rempli du travail silencieux de l'autosuffisance. Prendre soin de son petit potager, nettoyer ses outils jusqu'à ce qu'ils brillent, préparer des repas simples et solitaires. Il accueillait l'épuisement qui s'installait dans ses os chaque soir. C'était une sensation propre, une fatigue honnête qui aidait à éloigner les cauchemars. Il chérissait le silence, le courtisait, en dépendait.
Et pourtant, parfois, dans les moments entre les tâches, il se retournait contre lui. Il devenait un vaste espace vide, un vide que ses pensées se précipitaient pour remplir. Dans ces moments-là, le calme n'était pas paisible. Il était lourd, suffocant, amplifiant les échos dans son propre esprit. Le silence était à la fois son bouclier et sa cage. C'est pendant l'un de ces moments, tard un après-midi, que son monde a basculé sur son axe. Il était assis sur les marches du porche, regardant le soleil commencer sa lente descente, peignant le ciel de teintes d'orange et de violet profond. L'air était immobile, les bois étaient silencieux. Il venait de finir de nettoyer sa hache et l'odeur d'huile et de pin flottait dans l'air. Son esprit était par chance momentanément vide. Et puis il l'a vu. À l'orée de la ligne d'arbres, là où le sol de la forêt laissait place à la parcelle dégagée de sa cour, une silhouette se tenait immobile. C'était un chien, un berger allemand, grand et magnifiquement bâti. Même de loin, son pelage était un mélange saisissant de gris et de blanc, comme de la fumée et de la cendre, un fantôme contre les ombres qui s'assombrissaient dans les bois. Mais c'est la posture du chien qui le retint captif. Ce n'était pas la posture d'un animal perdu ou errant. Il se tenait avec une profonde immobilité, une dignité tranquille. Sa tête était haute. Ses yeux intelligents étaient fixés directement sur lui. Il y avait en lui un air de détermination, un sentiment de devoir. Il ressemblait à un soldat en faction. Ben ne bougea pas. Il ne respira pas. Le monde sembla se réduire à l'espace entre lui et cet observateur silencieux. Il n'y eut aucun grognement, aucun aboiement, pas même un mouvement de queue. Il n'y eut que le regard constant et troublant. Il pouvait voir l'argent sur son museau, la sagesse de l'âge dans son comportement calme. Pendant une longue minute étirée, ils se regardèrent simplement. Deux êtres solitaires dans une terre de silence. Puis, aussi tranquillement qu'elle était apparue, la chienne tourna la tête. Avec un dernier regard prolongé, elle pivota avec une grâce douce et sans hâte et fondit à nouveau dans la forêt. Un instant, elle était là, une présence gris et blanc saisissante, et l'instant d'après, elle avait disparu, ne laissant que les arbres et le crépuscule qui s'approchait. Ben continua de fixer l'endroit où elle avait été, son cœur martelant contre ses côtes avec une force qui le surprit. Le silence qu'elle laissait derrière elle était différent. Il n'était plus vide, il était rempli d'une question. Le lendemain matin, le silence était différent. Ce n'était plus une simple absence de bruit, mais un vaisseau d'anticipation. Ben vaqua à ses corvées matinales avec sa discipline inébranlable habituelle. Et pourtant, sa concentration était partagée. Pendant qu'il fendait les bûches, chaque coup de hache ressemblait au tic-tac d'une horloge, décomptant le temps jusqu'à la fin de l'après-midi. Sa vérification du périmètre était plus lente, plus délibérée. Ses yeux s'attardaient sur la ligne d'arbre où elle avait disparu. Il était un homme qui avait bâti sa vie sur des schémas rigides et prévisibles, et un nouvel élément non programmé avait été introduit. C'était une anomalie, et l'esprit de son soldat ne pouvait pas l'ignorer. Il se dit que c'était un coup de chance, un chien errant sur sa route, une rencontre fortuite qui ne se répéterait pas. Mais alors que le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur sa cour, il se retrouva sur le porche à attendre. Il sentit une lueur d'agacement face à son propre comportement, face à cette fissure dans sa forteresse de solitude. Puis elle apparut. Exactement comme la veille, elle émergea des bois au même endroit exact, se déplaçant avec une grâce silencieuse qui démentait son âge. La chienne bergère allemand, son fantôme de gris et de blanc, se dirigea vers sa position désignée et s'assit. Sa posture était aussi droite et formelle que celle d'un garde à son poste. Elle le regarda, son regard constant et inébranlable. Il n'y avait ni supplication dans ses yeux, ni amitié. Juste une vigilance profonde et patiente. Elle resta près d'une heure, une sentinelle silencieuse, avant de se lever et de disparaître à nouveau dans la forêt. Le deuxième jour devint le troisième et le troisième devint une semaine. Le schéma ne variait jamais. Le temps, le lieu, la veille silencieuse. Tout était répété avec une précision que Ben trouvait à la fois troublante et fascinante. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas le comportement d'un errant. Les errants étaient opportunistes, toujours en mouvement, toujours à la recherche. Cette chienne était l'opposé. Elle était délibérée, inébranlable. Ben commença à comprendre. Ce n'était pas une visite, c'était un rituel,
une cérémonie quotidienne solennelle exécutée pour des raisons qu'il ne pouvait pas comprendre. Il commença à l'appeler le fantôme gris dans son esprit. Le nom correspondait à ses apparitions et disparitions éthérées, à sa nature silencieuse et vigilante. Son irritation initiale, le sentiment d'être envahi, commença lentement à s'éroder. Elle fut remplacée par autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, une curiosité profonde et dévorante. Qui était-elle? D'où venait-elle? Quel était le but de sa veille? Les questions tournaient dans son esprit pendant les longues heures calmes. Cette curiosité fut bientôt rejointe par un sentiment qu'il reconnaissait de son ancienne vie, le respect. En tant que soldat, Ben comprenait la discipline. Il avait vécu par elle, survécu grâce à elle, et il voyait cette même discipline inébranlable chez le fantôme gris. Elle ne manquait jamais son rendez-vous. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle était là. Elle ne se plaignait jamais, ne cherchait jamais l'attention. Elle accomplissait simplement son devoir. Il se retrouva à admirer sa fortitude, sa simple cohérence têtue. Lui qui avait passé des années à essayer de maintenir son propre contrôle rigide, voyait une maîtresse de l'art assise à l'orée de ses bois. Il était une sentinelle gardant un poste vide. Elle était une sentinelle avec un but qu'il ne pouvait pas encore voir. Sa propre routine commença à se décaler subtilement, se réorientant autour de la sienne. Son travail de coupe de bois se terminait juste avant qu'elle ne soit sur le point d'arriver. Sa promenade du périmètre se terminait par le fait qu'il s'installait sur les marches du porche, une audience silencieuse pour son rite quotidien. C'était devenu un rendez-vous tacite. Il ne l'approcherait pas et elle ne l'approcherait pas. Ils maintenaient leur distance, séparés par un fossé d'herbe et de questions non dites. Pourtant, ils partageaient ce temps ensemble. Sa présence devint un point fixe dans son existence à la dérive, une nouvelle encre étrange dans son vide soigneusement organisé. Le silence entre eux n'était plus le silence creux et suffocant de son propre esprit. C'était un silence partagé, rempli du poids de son but mystérieux. C'était un silence qui le faisait se sentir paradoxalement un peu moins seul. Il regardait le doux soulèvement et la descente de sa poitrine pendant qu'elle respirait, le léger hochement de tête pensif occasionnel lorsqu'un oiseau appelait depuis la canopée. Il l'étudiait, recueillant des informations, essayant de comprendre la nature de sa mission. Après 2 semaines de ce rituel silencieux, Ben savait qu'il ne pouvait plus rester un observateur passif. Le mystère du fantôme gris avait pris racine dans son esprit, devenant une obsession qui éclipsait les fantômes mêmes qu'il était venu ici pour fuir. Le calme des montagnes ne suffisait plus. Il avait besoin d'une réponse. Son apparition quotidienne n'était plus une étrange interruption. C'était devenu l'événement le plus significatif de sa journée, et il réalisa avec un choc qu'il en était venu à en dépendre. Cette dépendance était une chose dangereuse, mais le besoin de savoir était plus fort. Alors qu'il la regardait se lever et fondre à nouveau dans les bois un soir, il prit une décision. Les questions étaient trop bruyantes pour être ignorées. Demain, le rituel changerait. La décision, une fois prise, s'installa dans l'estomac de Ben avec le poids familier d'un plan de mission. Il ne serait plus un spectateur. Il avait besoin d'informations. Le lendemain, il a rompu son propre emploi du temps rigide. Au lieu de commencer par le tas de bois après sa vérification du périmètre, il se dirigea directement vers la ligne d'arbres, se déplaçant avec un but tranquille qui avait été affûté sur des terrains plus durs que celui-ci. Il ressentit un étrange sentiment d'intrusion, de franchir une ligne qui avait été respectée pendant des semaines. Mais l'envie de comprendre était plus forte que sa réticence. Il s'approcha de l'endroit où le fantôme gris tenait sa veille quotidienne. De près, il vit que c'était une petite clairière naturelle, légèrement surélevée, offrant une vue claire et dégagée de sa cabane. Un grand rocher à sommet plat, tacheté de mousse, était assis au centre. C'était un poste d'observation parfait. Il passa une main sur la pierre. Elle était lisse, usée par le temps et il le soupçonnait par la fidèle sentinelle qui la revendiquait. Ben balaya le sol d'un œil exercé, son regard balayant un arc lent et méthodique. Il cherchait des traces, un chemin usé, tout signe qui lui en dirait plus sur sa mystérieuse visiteuse. Et puis il le vit. Coincé contre la base du rocher, à moitié caché par une saison d'aiguilles et de pins tombés, se trouvait un petit nœud de couleur délavée. Il s'agenouilla, ses genoux craquant en signe de protestation, et balaya soigneusement les débris. C'était une balle de tennis,
ou du moins ça l'avait été il y a longtemps. Le jaune synthétique vif s'était estompé en un gris-vert maladif. Le feutre était usé par endroits, révélant le caoutchouc sombre et craquelé en dessous. Il était léger comme une plume, cassant avec l'âge et l'exposition aux éléments. Il la ramassa et elle sembla aussi fragile qu'un œuf d'oiseau dans sa main cailleuse. En tenant la balle, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Ben. Ce n'était pas le lieu de repos temporaire d'un errant. C'était une destination. Cette balle était une relique, un fantôme d'un temps plus heureux. Un temps de jeu, de camaraderie. Elle parlait d'une vie avant le rituel silencieux et solennel. Le pèlerinage quotidien de la chienne n'était pas juste une habitude. C'était un acte de souvenir profond. Sa loyauté n'était pas envers lui, mais envers une mémoire qui était enracinée dans cet endroit précis. Une histoire s'était passée ici et elle en était la fidèle gardienne. Il ressentit une vive douleur soudaine d'empathie. Lui qui fuyait de son passé était témoin d'une créature qui honorait le sien avec une dévotion inébranlable. Un respect profond, plus fort qu'auparavant, s'installa sur lui. Il se sentit comme un intrus qui était tombé sur un mémorial sacré. Avec précaution, il remit la balle usée exactement là où il l'avait trouvée, la recouvrant doucement d'aiguilles et de pain. Il avait sa réponse, ou du moins une partie. Le fantôme gris n'était pas juste une chienne, elle était une gardienne d'une mémoire. Il se retira dans sa cabane, l'esprit tourbillonnant, pour attendre son arrivée, la voyant maintenant non pas comme une énigme, mais comme une camarade soldate qui tenait son poste. Cette nuit-là, la découverte a débloqué quelque chose en lui. Les pensées de loyauté, de devoir respecté et de souvenirs conservés avaient dérangé le sol soigneusement compacté de son esprit. Le sommeil ne vint pas facilement, et quand il vint, il n'apporta aucune paix. Il apporta le rêve. Ce n'était jamais un récit clair, mais une agression chaotique des sens. La chaleur oppressive, le goût de sable et de cordite dans sa bouche. Le monde vu à travers une brume de poussière. Le soleil un disque blanc impitoyable dans le ciel. Il y avait des cris, confus et désespérés. Le rugissement assourdissant d'un moteur, le gémissement aigu qui venait d'avant l'explosion, et puis le silence. Un silence d'une autre sorte, pas la paix des montagnes, mais un vide creux et bourdonnant, rempli d'échecs et des visages d'hommes qu'il ne pouvait plus aider. Ben se réveilla avec une secousse violente, son corps trempé de sueur. La couverture en laine rugueuse s'était emmêlée autour de ses jambes comme un piège. Il s'assit brusquement, sa respiration haletante et douloureuse. Son cœur battait contre ses côtes, un prisonnier frénétique. La terreur familière le submergea, froide et paralysante. La cabane était d'un noir absolu, mais les images du rêve étaient gravées sur le revers de ses paupières. Il se serra la tête dans ses mains, essayant de se recentrer, essayant de se souvenir où il était. Le silence de la montagne se précipita, mais cette nuit, il n'offrait aucun réconfort. Il était un complice du vide qui faisait écho dans son esprit. La panique commença à lui griffer la gorge. C'était l'ennemi qu'il ne pourrait jamais vaincre, le fantôme qu'on ne pouvait pas voir. Au moment où la vague de désespoir menaçait de l'engloutir, une nouvelle image surgit sans y être invitée dans son esprit. C'était le fantôme gris. Il la voyait aussi clairement que si elle était là dans la pièce avec lui, assise sur son rocher moussu. Il imagina sa posture calme et constante, la position digne de sa tête, la patience inébranlable dans ses vieux yeux. Il se concentra sur le doux soulèvement et la descente rythmique de sa poitrine, un battement constant dans un monde de chaos. Il imagina sa présence silencieuse et inébranlable, un être complètement ancré dans son but, sa discipline, son contrôle absolu et inébranlable. L'image était un phare dans sa tempête intérieure. Il s'y accrocha, concentrant toute son énergie sur les détails, le plage blanc de son museau, le mouvement intelligent de ses oreilles, la paix profonde dans son immobilité. Les cris dans sa mémoire commencèrent à s'estomper. Le martèlement frénétique dans sa poitrine commença à ralentir, s'accordant au rythme calme de sa respiration. La panique recula, la vague se brisant contre le rocher inamovible de son image. Pour la première fois depuis qu'il était venu à cet endroit, quelque chose de sa nouvelle vie s'était avéré plus fort que les horreurs de son ancienne. Ben resta assis sur le bord de son lit dans l'obscurité calme, sa respiration s'égalant lentement. La terreur était partie,
remplacé par un sentiment profond et douloureux de gratitude envers la sentinelle silencieuse à l'orée des bois. La gardienne qui avait tenu son poste et, sans le savoir, venait de le guider en sécurité vers le rivage. La gratitude que Ben ressentait pendant les heures calmes de la nuit persista dans la matinée, une chaleur étrange au centre de sa poitrine. C'était un nouveau sentiment, et il s'accordait mal avec la solitude qu'il avait si soigneusement construite. Il se réveilla dans un monde différent. L'air d'automne clair et vif avait disparu, remplacé par un vent humide et mordant qui portait la première vraie menace de l'hiver. Le ciel n'était plus d'un bleu vibrant, mais un plafond bas et oppressant d'un gris uniforme. C'était le genre de froid qui s'infiltrait dans les eaux, un froid qui promettait pire. Ben s'occupa de sa routine matinale, mais le changement de temps avait planté une graine d'inquiétude dans son esprit. Il se retrouva à penser au fantôme gris, l'imaginant assise sur ce rocher exposé, face au vent glacial. Il imaginait le froid pénétrant ses vieux os, son pelage gris et blanc offrant peu de réconfort contre le froid humide. L'image était un invité persistant et indésirable dans ses pensées. Une guerre commença en lui. La partie de lui qui avait construit cette forteresse, le soldat discipliné qui avait survécu en coupant les liens, argumentait avec une logique froide. Elle n'est pas ta responsabilité. Elle a survécu tout ce temps sans toi. S'impliquer est une erreur, c'est une faiblesse. Il essaya d'écouter cette voix. C'était la voix qui l'avait gardé en sécurité, qui l'avait isolé de la douleur d'un monde qu'il ne comprenait plus. Mais une autre voix, qui l'avait longtemps supprimée, se rebiffa. C'était le souvenir de sa présence apaisante qui le tirait des profondeurs de son cauchemar. C'était le respect profond qu'il ressentait pour sa loyauté inébranlable. Il la voyait non pas comme un animal, mais comme une camarade vétérane, une vieille soldate qui tenait son poste quelles que soient les conditions. Et on ne laisse pas un soldat sur le terrain sans soutien. La bataille interne faisait rage pendant qu'il coupait du bois, l'impact rythmique de la hache servant de contrepoint à la tourmente dans son esprit. Le froid était un rappel constant. À la mi-journée, la guerre était terminée. Il ne pouvait pas rester assis dans sa cabane chaude, sachant qu'elle était dehors dans le vent mordant sans rien faire. Le principe de l'autopréservation avait été vaincu par le principe de la compassion. Il rentra à l'intérieur et ouvrit son petit garde-manger. Ses provisions étaient soigneusement rationnées, destinées à le faire tenir pendant les parties les plus rudes de l'hiver. Il sortit un morceau de bœuf séché, épais et riche en protéines. Une nourriture pratique destinée à la subsistance. Il le tint dans sa main un instant. C'était plus que de la nourriture. C'était un message. C'était une violation de son propre protocole. Avec une grande respiration, il sortit sur le porche et descendit les marches, traversant la cour jusqu'à l'orée des bois. Il plaça le bœuf séché sur le dessus plat du rocher moussou, une offrande simple et délibérée. Il ressentit un sentiment profond d'avoir franchi une ligne d'où il pourrait ne pas y avoir de retour. Il se retira dans sa cabane, son cœur battant avec un étrange mélange d'anxiété et de soulagement. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'estomper, il prit son propre poste, regardant depuis la fenêtre de la cabane. Exactement à l'heure, elle émergea des arbres. Le fantôme gris se dirigea vers sa clairière, ses mouvements peut-être un peu plus raides dans le froid. Elle s'arrêta net lorsqu'elle atteignit le rocher. Sa tête s'inclina légèrement et son vieux nez intelligent tressaillit, échantillonnant l'air. Elle vit le bœuf séché. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Elle regarda l'offrande, puis son regard se leva et rencontra celui de Ben. Même à travers la vitre de la fenêtre, ce fut un long regard indéchiffrable. Une question silencieuse. L'instinct de Ben était de rester, de regarder, de s'assurer qu'elle le prenne. Mais il comprit que c'était une négociation, une danse délicate de confiance et de respect. Il était l'intrus dans son rituel. Pour qu'elle accepte son cadeau, il devait lui céder le terrain. Il donna un hochement de tête lent et délibéré, un geste de reconnaissance, de paix. Puis il fit la chose la plus difficile qu'il ait faite de toute la journée. Il se détourna de la fenêtre, alla à sa chaise près du poêle froid et s'assit, le dos tourné vers elle, lui accordant l'intimité et l'espace qu'elle méritait. Il lui montrait qu'il n'était pas une menace, que son offrande venait sans aucune condition. Il attendit. Le silence dans la cabane était lourd de tension. Chaque nerf de son corps était tendu à l'écoute du moindre son. Après ce qui lui parut une éternité,
Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule, regardant par le coin de la fenêtre. Elle était au rocher. Elle s'en approcha avec prudence, ses mouvements fluides et silencieux. Elle renifla le bœuf séché une dernière fois, puis le prit doucement dans sa bouche. Elle ne le dévora pas avec avidité. Elle le mangea avec un rythme lent et digne. Une vague d'émotion submergea Ben, si puissante qu'elle le rendit étourdi. C'était un sentiment de connexion, d'un message envoyé et reçu à travers la barrière des espèces. Ce fut la première percée. Lorsqu'elle eut fini, elle ne partit pas. Elle regarda vers la cabane pendant un long moment, un regard d'évaluation tranquille, avant de sauter sur son rocher et de prendre sa veille. Comme toujours, son rituel continua, mais l'espace entre eux n'était plus vide. Il était rempli d'une fragile compréhension tacite. Deux âmes solitaires, un homme et un chien, liés par une offrande silencieuse construite non pas sur le contact, mais sur le respect mutuel. Le pacte tint une semaine de plus. Chaque jour, Ben laissait une petite offrande sur la pierre, et chaque après-midi, le fantôme gris apparaissait pour l'accepter avant de commencer sa veille solennelle. Le rituel devint la nouvelle pierre angulaire de l'existence de Ben, une conversation silencieuse dont il était venu à dépendre plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais le froid qui était arrivé ce premier jour ne partit pas. Il s'attarda et les cieux gris devinrent plus lourds, pleins d'une promesse de la vraie puissance de l'hiver. La tempête arriva sans fanfare. Elle commença non pas par un rugissement, mais par un silence profond et soudain. Le vent s'arrêta complètement. Les oiseaux se turent. Une étrange lumière pâle filtra à travers l'épais couvert nuageux. Ben, reconnaissant les signes d'une vie entière passée à faire attention au monde qui l'entourait, commença ses préparatifs. C'était un homme qui savait comment faire face à un ennemi. Il passa la matinée à rentrer assez de bois de chauffage pour durer des jours, le rangeant soigneusement contre le mur intérieur. Il vérifia les jointes de la seule fenêtre et de la lourde porte en bois. Il remplit chaque récipient qu'il avait avec de l'eau fraîche de la pompe. Ses mouvements étaient efficaces, calmes et méthodiques. Il était en contrôle. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber vers midi, grands, humides et paresseux. En une heure, ils avaient été remplacés par une fine poudre dure et le vent était revenu avec une vengeance. Il hurlait à travers les pins, un gémissement bas et lugubre qui semblait s'insinuer à l'intérieur des murs de la cabane. Ben alluma le poêle à bois et sa chaleur constante fut un petit réconfort contre la fureur croissante à l'extérieur. Il était en sécurité. Il était préparé. Au fur et à mesure que les heures de l'après-midi s'écoulaient, son regard continuait de retourner à la fenêtre. Le monde extérieur était un chaos blanc tourbillonnant. La visibilité était réduite à quelques mètres. Les formes familières des arbres se dissolvaient en de faibles silhouettes fantomatiques. Il regarda l'horloge sur le mur. Le tic-tac lent et régulier marquait l'approche de l'heure fixée. Il se dit qu'elle ne viendrait pas. Aucun animal, aussi dévoué soit-il, ne s'aventurerait dehors dans ça. Elle était vieille, sage. Elle serait en sécurité dans un abri. C'était la seule conclusion logique. Mais la logique ne faisait pas grand-chose pour calmer l'anxiété qui s'enroulait dans son estomac. L'heure de son arrivée habituelle vint et passa. Ben regarda par la fenêtre, son visage près de la vitre froide, cherchant dans le chaos blanc une forme grise familière. Il n'y avait rien. La clairière où se trouvait son rocher était en train d'être ensevelie sous une couverture de neige implacable. La scène de leur rituel avait disparu. Une heure passa, puis deux. L'inquiétude initiale commença à se transformer en une panique subtile et rampante. Il arpentait la petite cabane, un animal en cage. Ses bottes frappaient un rythme agité sur le plancher de bois. Il s'arrêtait à la fenêtre, cherchait dans le blizzard le moindre signe de mouvement, puis se détournait, sa mâchoire serrée. La cabane, autrefois sa forteresse, semblait maintenant une prison. Le hurlement du vent commença à ressembler à des cris. La neige tourbillonnante à l'extérieur n'était plus seulement le temps. C'était une représentation visuelle du chaos qu'il avait si durement combattu pour le tenir à distance. À ce moment-là, une réalisation dévastatrice le frappa avec la force d'un coup physique. Ses routines, sa coupe de bois, ses marches du périmètre n'étaient que des défenses fragiles, juste du travail pour s'occuper. Le véritable fondement de sa paix fragile, la vraie ancre qui l'avait tenu stable contre la marée de son passé, c'était elle. C'était le fantôme gris. Son rituel quotidien silencieux et prévisible était le seul point d'ordre inébranlable dans son monde désordonné.
Et maintenant, il avait disparu. Son absence avait brisé la fragile structure de sa santé mentale. Les murs soigneusement construits de sa solitude s'effondrèrent, et les fantômes qu'il avait tenus à distance si longtemps se précipitèrent dans la brèche. Le silence assourdissant qu'il avait autrefois cultivé était maintenant un vide rugissant et terrifiant, et ses souvenirs commencèrent à le remplir. Il pouvait sentir la sueur froide familière sur son front, le rythme frénétique et paniqué de son cœur. La tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui était sur le point d'éclater en lui. Il était en train de perdre le combat. La cabane n'était plus un endroit sûr. Le véritable ennemi n'était pas le blizzard. C'était son propre esprit, laissé sans attache. Une décision surgit de la panique, non pas de la pensée, mais d'un instinct purement primaire. Rester ici, c'était se rendre. Rester ici, c'était se noyer. Il devait bouger. Il devait agir. Il devait trouver son encre. Ses mouvements devinrent vifs, décisifs, animés par une mission nouvelle et désespérée. La panique était toujours là, mais elle était maintenant un carburant. Il enfila ses chaussettes en laine les plus épaisses et ses bottes isolantes lourdes, les laquant avec des coups rapides et furieux. Il attrapa son manteau d'hiver de surplus militaire à son crochet près de la porte et l'enfila avec un haussement d'épaule. Il vérifia les piles de sa lampe de poche robuste, fourra une barre de protéines dans sa poche et enroula une écharpe autour de son visage. Il n'était plus un homme qui se cachait du monde. Il était un soldat se préparant à entrer dans une zone de combat. Son objectif était clair. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien, il s'agissait de se sauver lui-même. Il devait la trouver. Il devait restaurer le rituel. Il devait trouver la seule chose qui s'était avérée capable de tenir les fantômes à distance. La main sur le lourd loquet en fer de la porte, il prit une dernière grande respiration. Puis il l'ouvrit. La fureur de l'hiver le rencontra avec un coup physique, un mur de vent hurlant et de neige aveuglante et piquante. Ben baissa la tête, se prépara contre l'assaut et fit le premier pas dans la tempête. Au moment où Ben descendit de son porche, la tempête le consuma. Le vent frappa comme un mur solide, volant l'air de ses poumons et enfonçant des aiguilles de neige glacée dans chaque parcelle de sa peau exposée. Pendant un moment, il fut complètement désorienté, un homme aveugle dans un monde de chaos blanc hurlant. Son premier instinct fut de simplement pousser en avant, de combattre la tempête avec une force brute. Mais des années d'entraînement prirent immédiatement le dessus, faisant taire la panique avec une discipline froide et dure. Il s'arrêta, planta fermement ses pieds et tourna le dos au vent pour créer une petite poche de calme relatif. Il ferma les yeux pendant une seconde, forçant son esprit à travailler. La navigation était impossible à vue. Il avait besoin d'une carte différente. Ses marches du périmètre avaient gravé le tracé de cette terre dans sa mémoire. Il connaissait la douce pente vers l'est, l'emplacement du bosquet épais de vieux chênes au nord. Le vent venait fort du nord-ouest. Il pouvait l'utiliser. Ce serait sa boussole. Avec un plan en place, il commença à bouger. Ce n'était plus une recherche frénétique. C'était une traversée calculée. Il gardait le vent poussant sur son omoplate droite, une pression constante et brutale guidant sa direction. Il se déplaçait de l'abri d'un tronc d'arbre à l'autre, les utilisant comme de brefs répits contre le coup de vent. La neige était un ennemi perfide, cachant des dépressions et des rochers, sa profondeur passant de quelques centimètres à des congères qui lui arrivaient à la taille. Chaque pas était une bataille, un test de l'endurance qui lui avait été inculqué dans des endroits tout aussi impitoyables que celui-ci. L'agonie physique était un étrange réconfort. Elle était réelle. C'était une lutte tangible, tellement plus simple que la guerre à l'intérieur de sa propre tête. Son premier objectif était le poste d'observation du fantôme gris. C'était le seul point de départ logique. Lorsqu'il atteignit enfin la petite clairière, le rocher était un monticule de blanc, presque méconnaissable. Il tomba à genoux, protégeant sa lampe de poche avec son corps, et commença à balayer le faisceau sur la neige. Il essuya des couches de poudre fraîche avec ses mains gantées, son cœur s'enfonçant. Il n'y avait rien. La tempête effaçait le monde, nettoyant l'ardoise. Il lutta contre une vague de désespoir. Il devait penser comme elle. Où irait-elle pour s'abriter? Elle ne se dirigerait pas vers un terrain ouvert. Elle suivrait les arbres, les utiliserait pour se couvrir. Il commença un schéma de recherche circulaire, spiralant à partir du rocher.
Le faisceau de la lampe de poche traçait un chemin frénétique et solitaire à travers la neige tourbillonnante. Cela semblait désespéré. Il cherchait la plus faible dépression dans un monde qui était constamment, violemment, resurfacé. Puis il le vit. Sous la branche basse d'un proche, là où la neige était légèrement moins profonde, se trouvait une faible impression ovale, une empreinte de pattes, et une autre, à quelques mètres de là. Elle se remplissait déjà de neige, des fantômes d'une trace, mais elles étaient là. Une montée d'adrénaline le traversa, un sursaut de détermination renouvelée. Il avait la piste. L'heure suivante fut un exercice éreintant et tortueux de concentration. Il avançait à pas de tortue, son monde se réduisant au petit cercle de lumière projeté par sa lampe de poche. Il trouvait une faible empreinte, fixait son emplacement dans son esprit, puis cherchait la suivante. Tout cela pendant que le vent essayait de le déchirer de ses pieds et que la neige essayait d'ensevelir son seul indice. Il perdit la piste une douzaine de fois, le forçant à revenir sur ses pas, à projeter sa lumière en arc large et désespéré jusqu'à ce qu'il trouve une autre trace. Il ne pensait pas au froid qui avait engourdi ses joues et son nez depuis longtemps. Il ne pensait pas à l'épuisement qui tirait sur ses membres. Il ne pensait qu'à la mission. Tout son être était concentré sur cette seule tâche désespérée. L'alternative, à savoir retourner dans la cabane vide et le chaos rugissant de son propre esprit, n'était pas une option. Cet enfer physique était son salut. La faible trace dans la neige était sa bouée de sauvetage et il ne la lâcherait pas. Les traces le menaient plus profondément dans les bois, dans une partie de la montagne qu'il n'avait jamais explorée. Les arbres poussaient plus serrés ici, offrant plus de protection contre le vent. Les empreintes de pattes devenaient légèrement plus définies, plus faciles à suivre. L'espoir, féroce et brillant, s'enflamma dans sa poitrine. Il se rapprochait. Il accéléra le pas, se frayant un chemin à travers les branches basses qui fouettaient son visage, son souffle s'échappant en panache dans l'air glacial. Le faisceau de sa lampe de poche frappa soudainement quelque chose qui n'était pas un arbre. C'était une surface plate et sombre, une ligne droite et artificielle dans le chaos organique de la forêt. Il avança, ses jambes brûlant sous l'effort de patauger dans un profond banc de neige, et la forme se résolut lentement du brouillard blanc. C'était un toit bas et incliné, lourd d'une épaisse couverture de neige. Il trébucha dans une petite clairière abritée et la vit clairement. Une petite cabane, à peine plus qu'une cabane à une pièce, presque complètement engloutie par les bancs de neige. Les bancs de neige s'étaient entassés contre ses murs, atteignant presque les fenêtres. Les empreintes de pattes qu'il avait suivies si désespérément menaient directement à une porte basse à l'arrière de la structure. Il n'y avait aucune trace qui s'éloignait. Elle était ici, il en était sûr. Il avait accompli la première partie de sa mission. Il se tenait devant la cabane silencieuse enveloppée de neige, son corps hurlant d'épuisement, le vent hurlant autour de lui. Il leva une main et frappa à la porte en bois, mais le son fut avalé par la tempête. Il se pencha, plaçant sa bouche près du cadre. « Bonjour » cria-t-il, sa voix rauque et éraillée. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » Il n'y eut pas de réponse, seulement la fureur implacable et solitaire du vent. « Il n'y a pas de réponse » Ben cria de nouveau, sa voix arrachée par le vent, au moment où elle quittait ses lèvres. Il savait qu'attendre n'était pas une option. Le temps était l'ennemi maintenant, autant que le froid. Il plaça son épaule contre la porte basse et poussa. Elle gémit, mais tint bon, bloquée par un solide banc de neige. Il creusa ses talons, dégageant la neige avec ses bottes dans une hâte frénétique, puis poussa de nouveau, mettant cette fois tout son poids, tout son désespoir dans l'effort. Avec un craquement sec de bois qui s'éclate, la porte céda, s'ouvrant vers l'intérieur dans l'obscurité. Ben trébucha à l'intérieur, immédiatement enveloppé par un froid profond et absolu. C'était un froid mortel et immobile, d'une certaine manière plus menaçant que le vent glacial de l'extérieur. Il referma la porte derrière lui. Le rugissement de la tempête fut instantanément étouffé, remplacé par un silence inquiétant. Il alluma sa lampe de poche, son puissant faisceau coupant d'un cône blanc et net à travers la pénombre. La cabane était une seule petite pièce, encore plus spartiate que la sienne. L'air était vicié, épais du parfum de vieux bois et de cendres froides. Sa lumière balaya un simple lit de camp, une petite table en bois et un vieux poêle à bois qui se tenait sombre et sans vie au centre de la pièce. Et puis le faisceau les trouva.
Sur le sol, à côté d'une chaise en bois renversée, gisait un vieil homme. Il était immobile, son corps recroquevillé sur le côté. Fidèlement couché à côté de lui, son corps pressé contre sa poitrine comme une couverture vivante, se trouvait le fantôme gris, Sadie. Elle leva la tête lorsque la lumière la frappa et, pour la première fois, Ben ne vit pas une sentinelle stoïque, mais une créature épuisée et effrayée. Un faible gémissement doux s'échappa de sa gorge, un son d'appel désespéré. Ses yeux, anciens et intelligents, étaient fixés sur lui, suppliants. L'esprit de Ben se tut. La peur, le désespoir, les fantômes de son passé, tout s'évanouit, remplacé par le calme et la clarté concentrée de son entraînement. Il n'était plus un reclus, il était un premier intervenant. Il s'agenouilla à côté de l'homme, ses mouvements rapides et sûrs. L'homme était vieux, peut-être 90 ans, avec de fins cheveux blancs comme la neige, et un visage gravé des lignes profondes d'une vie longue et ardue. Sa peau avait une teinte pâle et bleutée, et lorsque Ben pressa ses doigts sur le cou de l'homme, le pouls était terriblement faible et filant, un faible battement contre le froid profond de sa peau. C'était une hypothermie sévère. La chaise renversée racontait l'histoire d'une chute, mais le froid était le tueur immédiat. Son entraînement dictait les priorités avec une simplicité brutale. 1. Rétablir la chaleur. 2. Évaluer les blessures. 3. Ne pas bouger le patient. Sadie, dit Ben, sa voix basse et calme. Les oreilles de la chienne se dressèrent au son de son nom. Bonne fille, laisse-moi l'aider. Il tourna son attention vers le poêle à bois. C'était son seul espoir. Il trouva une boîte à bois à côté, à moitié pleine de bûches sèches et fendues. Ses doigts étaient engourdis, maladroits avec le froid, mais il travailla avec une efficacité exercée, dégageant les vieilles cendres, vérifiant le conduit et disposant une petite pile de petits bois. Il tâtonna avec ses allumettes imperméables. La première s'éteignit en crachant, la seconde s'enflamma. Il tint la minuscule et précieuse flamme sur les copeaux de bois, murmurant des encouragements comme à une chose vivante. Une petite langue de feu orange lécha le petit bois, hésita, puis grandit, s'accrochant à un morceau de bois plus grand. Le feu était allumé. Pendant que le poêle commençait son lent travail de repousser le froid mortel, Ben se tourna vers le vieil homme. Il trouva une pile de couvertures de laine rugueuse sur le lit de camp et les drapa doucement sur lui, les rentrant pour piéger toute chaleur naissante. Il fit une évaluation physique rapide mais approfondie, ses mains parcourant les membres de l'homme, vérifiant les signes révélateurs d'une fracture ou d'une dislocation due à la chute. Il trouva une ecchymose significative sur la hanche de l'homme, mais heureusement, aucune fracture évidente. D'accord, monsieur, dit Ben doucement, parlant plus à lui-même et à la chienne qu'à la figure inconsciente. Nous allons vous réchauffer. Je m'appelle Ben. Nous allons nous en sortir. Il le ferait en effet. Sadie observait chacun de ses mouvements, sa tête reposant sur ses pattes, son corps une bobine serrée d'espoir et de peur. Elle n'interférait pas, semblait comprendre qu'il était là pour aider. La petite cabane commença à se remplir du crépitement bienvenu du feu et de la faible odeur de fumée de bois. La température dans la pièce commença une montée lente, presque imperceptible, de dangereusement froide à simplement glaciale. Ben avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait gagné la première bataille, la plus critique. Il se leva avec raideur, son propre corps endolori par le froid et l'épuisement, et marcha vers la seule fenêtre recouverte de givre. Il racla une petite tache claire avec son ongle et regarda à l'extérieur. Le monde avait disparu. Le blizzard s'était intensifié, un mur solide et impénétrable de blanc tourbillonnant. Le vent hurlait avec une nouvelle fureur, plus aiguë. Il n'y aurait pas de départ de cet endroit, pas ce soir, pas avant que la tempête ne décide de les libérer. Il regarda le vieil homme dont la respiration semblait un peu moins superficielle maintenant dans la chaleur croissante. Il regarda la chienne loyale, Iel, dont les yeux n'avaient jamais quitté le visage de son maître. Il regarda le feu, un petit phare de vie dans une maison de silence, piégé au cœur d'une tempête impitoyable. Il avait le contrôle de la situation à l'intérieur de cette pièce, mais ils étaient prisonniers, tous les trois, coupés du monde, attendant que la fureur de l'hiver passe. Les heures se fondirent les unes dans les autres, marquées seulement par le crépitement du feu et le hurlement incessant du vent à l'extérieur. Ben gardait une veillée tranquille, ajoutant des bûches au poêle,
son corps fonctionnant sur les dernières réserves d'adrénaline et un sens du devoir sombre. Il avait réussi à faire boire quelques gorgées d'eau au vieil homme, et la teinte bleuâtre mortelle de sa peau avait commencé à reculer, remplacée par la texture pâle et ridée de la vieillesse. Sadie n'avait pas bougé, une statue grise et blanche de dévotion aux côtés de son maître. C'était au milieu de la nuit lorsque les paupières du vieil homme papillonnèrent. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres gercées. Ben fut à ses côtés en un instant. Doucement, dit Ben doucement. Vous allez bien. Vous avez fait une mauvaise chute. Les yeux de l'homme, d'un bleu étonnamment vif et lucide, clignèrent lentement, essayant de se concentrer. Ils parcoururent dans la pièce avant de se fixer sur Ben, rempli d'une confusion lasse. Son premier mot fut un murmure sec et rauque. « Sadie? » »« Elle est juste ici, » le rassura Ben. « C'est elle qui vous a sauvé. Elle n'a jamais quitté votre côté. » Le regard de l'homme se déplaça vers la chienne et un regard de soulagement profond adoucit ses traits durs et ridés. Sadie rencontra son regard et frappa sa queue une fois, un signal faible mais clair contre le plancher de bois. Ben expliqua ce qui s'était passé, sa voix calme et concise. Il lui parla du rituel silencieux, de l'inquiétude grandissante, de la tempête et de la recherche désespérée qu'il avait menée à cette porte. Le vieil homme écouta sans interruption, sa respiration peu profonde mais régulière. Lorsque Ben eut terminé, l'homme resta silencieux pendant un long moment, ses yeux fixés sur le feu. « Je m'appelle Arthur, » dit-il finalement, sa voix un peu plus forte. « Je vous suis redevable, fils. Je ne sais pas comment je peux vous rembourser. » « Il n'y a rien à rembourser, » dit Ben, s'asseyant sur un petit tabouret en bois qu'il avait tiré près du poêle. « Nous veillons les uns sur les autres. » Au fur et à mesure que la cabane se réchauffait, les petits détails de la vie d'Arthur commencèrent à émerger des ombres. La pièce était un témoignage d'une longue vie vécue simplement. Sur la rugueuse cheminée en bois au-dessus du poêle se trouvaient quelques photographies d'encadrées. L'une montrait une jeune femme souriante aux yeux gentils, ses cheveux coiffés d'une manière qui parlait d'une époque révolue. À côté se trouvait une photo d'un Arthur beaucoup plus jeune, droit et fier dans un uniforme militaire impeccable. Caché dans un coin se trouvait un petit oiseau bleu en bois sculpté à la main, sa peinture décolorée et écaillée. Ce n'était pas une maison de possession, mais de souvenirs. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, deux étrangers liés par une tempête et une chienne. Ce fut Ben qui le rompit finalement, incapable de retenir la question qui l'avait poussé à travers le blizzard. « Arthur, » commença-t-il, « votre chienne, Sadie. Pendant des semaines, elle est venue sur ma propriété chaque après-midi. Elle s'assoit sur un rocher plat au bord des bois et regarde simplement ma cabane. Pourquoi? » Le regard d'Arthur se posa sur la photographie de la femme souriante. Un regard triste et doux vint dans ses yeux. « C'est ma Eleanor, » dit-il, sa voix épaisse d'un vieux chagrin bien usé. « Ma femme, elle est partie il y a 10 ans maintenant. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Elle aimait ces montagnes plus que quiconque que j'ai jamais connu. Et cet endroit, cette clairière avec le rocher plat, c'était son endroit. Elle disait qu'il y avait la meilleure vue du coucher de soleil. Nous nous asseyions là pendant des heures. Sadie était sa chienne, vous voyez, le dernier cadeau que je lui ai jamais fait. Après le décès d'Eleanor, Sadie a juste commencé à y retourner tous les jours. Au début, je pensais qu'elle l'attendait pour qu'elle rentre à la maison, mais maintenant, je pense que je comprends. Elle n'attend pas, elle se souvient. Le mystère était résolu et la vérité était plus poignante que tout ce que Ben aurait pu imaginer. Le rituel du fantôme gris n'était pas un mystère. C'était un mémorial, un pèlerinage quotidien d'amour et de loyauté. « C'est une bonne soldate, » dit Ben, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Les yeux bleus vifs d'Arthur rencontrèrent les siens. Il hocha la tête vers la cheminée. « Je vois que vous avez remarqué mon vieil uniforme. »« Corée, Afghanistan, » répondit Ben. Le mot unique, une histoire complète en soi. Un pont invisible se forma entre eux à ce moment-là, couvrant les décennies qui séparaient leur guerre. Ils ne parlèrent pas de combats ou des horreurs qu'ils avaient vues. Ils parlèrent des choses qui venaient après. Le sentiment d'être un étranger dans sa propre maison. Le silence qui n'était jamais vraiment silencieux. La difficulté d'expliquer une vie que d'autres ne pourraient jamais comprendre. C'étaient deux soldats de deux époques différentes partageant des histoires à la lumière d'un seul feu, trouvant l'un dans l'autre une empathie rare et profonde. Ben regarda Arthur, dont le regard était retourné vers la photo de sa Eleanor,
et Sadie, qui dormait maintenant profondément, son corps enfin détendu dans la chaleur et la sécurité de la cabane. Une vague de compréhension l'envahit. Il le vit alors avec une clarté parfaite. La loyauté inébranlable de Sadie n'était pas seulement l'instinct d'une chienne, c'était un reflet parfait et pur de l'amour qu'Arthur gardait encore pour sa femme. L'homme et la chienne étaient enfermés dans le même rituel fidèle, chacun gardant vivante la mémoire de la femme qu'ils aimaient à leur manière silencieuse et inébranlable. Ils étaient tous deux les gardiens de sa mémoire et, dans cette petite cabane battue par la tempête, Ben sentit les murs glacés autour de son propre cœur commencer à dégeler, juste un peu. Ben se réveilla avec une sensation peu familière. Le calme. Le hurlement incessant du vent avait cessé, remplacé par un silence profond et étouffé. Il s'assit, son corps raide et endolori, et vit une fente de lumière brillante et propre fendre un espace dans le givre de la fenêtre. La tempête s'était dissipée. Il regarda Arthur. Le vieil homme était réveillé, appuyé sur un coude, ses yeux bleus clairs et alertes. Il avait l'air faible, mais la crise immédiate était passée. Bonjour, soldat, murmura Arthur, un faible sourire effleurant ses lèvres. On dirait que la guerre est finie. Bonjour, Arthur, répondit Ben, une chaleur sincère se répandant dans sa poitrine. On dirait que nous avons une trêve. Après un simple repas composé des barres protéinées de benne et de neige fondues pour l'eau, Arthur insista pour se lever. Il était instable, s'appuyant lourdement sur la table pour se soutenir, sa hanche meurtrie le faisant grimacer, mais il y avait un feu têtu dans ses yeux. Ben, sentant le besoin de dignité et de but de l'homme, n'argumenta pas. Au lieu de cela, il se tint simplement à ses côtés, prêt à offrir un bras stable. Ensemble, ils évaluèrent les dégâts mineurs que la tempête avait causés à la petite cabane. Un volet avait été arraché d'une fenêtre et le chemin vers le tas de bois était enseveli sous un banc de neige massif. Le travail était simple, mais il était essentiel. Ben fournit de la force, ses épaules puissantes dégageant facilement un chemin à travers la neige lourde et humide. Arthur, appuyé contre le mur de la cabane, fournit la direction et une vie entière de connaissances pratiques, montrant à Ben comment refixer le vieux volet avec un peu de fil de fer et une paire de pinces rouillées. Ils travaillèrent dans un rythme facile et confortable, leurs mouvements économiques, leurs mots peu nombreux mais significatifs. C'était le genre de travail d'équipe que Ben n'avait pas connu depuis qu'il avait quitté le service, une tâche partagée qui créait un lien plus fort que n'importe quelle longue conversation ne le pourrait. Sadie les regardait depuis la porte, la tête penchée, sa présence tranquille et une approbation silencieuse de leur nouveau partenariat. Dans le labeur partagé de la reconstruction, leur amitié fragile forgée par la tempête était renforcée, solidifiée en quelque chose de solide et de durable. Lorsque le travail fut terminé, Arthur regarda le monde transformé, un paysage éblouissant de blanc immaculé sous un ciel d'un bleu perçant, un monde lavé à neuf. Venez, dit-il tranquillement, respirons un peu de cet air nouveau. Et les deux hommes sortirent ensemble dans la matinée lumineuse et froide. L'air était si vif qu'il semblait piquant dans les poumons, lavé de tout sauf de l'odeur de pain et de neige. C'était un monde renaissant. Ben, qui n'avait vu cette montagne que comme une forteresse, un endroit où se cacher, la voyait maintenant à travers les yeux d'Arthur. Le vieil homme, bien qu'appuyé sur une branche solide pour se soutenir, se déplaçait avec une autorité tranquille dans ce domaine. Il était le véritable gardien de cet endroit. Il montra une délicate ligne de traces cousues à travers la neige fraîche. Des cerfs de Virginie, expliqua-t-il, sont passés par ici peu après que le vent se soit calmé, cherchant un petit déjeuner. Un peu plus loin, il montra un tourbillon de neige perturbé près de la base d'un sapin. Un renard et un lièvre à raquettes ont eu une dispute ici. On dirait que le lièvre a gagné cette manche. Arthur partagea les secrets de la montagne avec Ben, lisant l'histoire de la nuit écrite dans la neige. Il parla de la façon dont les chênes retenaient en la neige, de la façon de trouver son chemin grâce à la mousse sur le côté nord des arbres, du faucon qu'ils avaient vu quelques semaines auparavant. Pour la première fois, Ben ne regardait pas seulement la nature sauvage, il la voyait. Il était un étudiant écoutant attentivement le vieux soldat qui ne lui enseignait pas la guerre et la survie, mais la vie et la continuité. La montagne n'était plus une forteresse silencieuse et vide, elle était vivante, pleine d'histoire, et il en devenait lentement, avec hésitation, une partie. Sadie marchait avec eux, et sa transformation était peut-être la plus remarquable de toutes.
Elle ne gardait plus sa distance respectueuse. Elle trottait confortablement entre les deux hommes, son magnifique manteau gris et blanc, un contraste saisissant avec la neige. Sa queue, pour la première fois en présence de Ben, se balança lentement et doucement. Elle était le pont entre eux, le soldat loyal dont le devoir les avait conduits à ce moment de paix. Alors qu'ils se tournaient pour retourner à la cabane, Sadie trotta aux côtés de Ben et lui donna un doux coup de nez froid et humide sur sa main. C'était un geste simple et profond de confiance et d'acceptation. Ben s'arrêta de marcher. Il baissa les yeux dans ses vieux yeux sages et il ne vit pas un mystère, mais un ami. Lentement, il se baissa et posa sa main sur le dessus de sa tête, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure épaisse et douce derrière ses oreilles. Elle se pencha dans son toucher, fermant les yeux pendant un instant de contentement. La laisse invisible, le lien mystérieux de loyauté qu'il avait tiré de sa solitude et dans une tempête déchaînée, n'était plus invisible. C'était devenu une connexion réelle et tangible, une chose chaleureuse et vivante qui les liait maintenant tous les trois. Ben se tint là, sa main posée sur la chienne fidèle avec son nouvel ami à ses côtés, respirant l'air pur de la montagne. Le silence qui les entourait n'était pas le silence de la solitude, mais le silence apaisant et tranquille de l'appartenance. La neige de la grande tempête fondit et la montagne secoua sa lourde couverture blanche, révélant les tendres pousses vertes du début du printemps. Le monde se réveillait, et Ben aussi. La routine rigide et solitaire qui avait autrefois régi sa vie avait disparu, remplacée par un nouvel ensemble de rythmes, marqué non par la solitude mais par la compagnie. Un chemin bien tracé reliait maintenant sa cabane à celle d'Arthur, une manifestation physique du lien entre eux. La plupart des matins, Ben marchait jusqu'à la cabane d'Arthur, un thermos de café chaud à la main. Ils s'asseyaient sur le porche du vieil homme pendant que Sadie somnolait à leurs pieds, regardant le soleil grimper sur les sommets des Appalaches. Ben coupait du bois pour eux deux, le bruit rythmique de la hache n'étant plus une tentative désespérée de faire taire son esprit, mais le travail simple et satisfaisant de prendre soin d'un ami. Arthur, à son tour, partageait ses histoires, sa connaissance des bois et sa sagesse tranquille et inébranlable. Ils devinrent une vue familière, deux hommes solitaires qui n'étaient plus seuls. Parfois, ils travaillaient ensemble pendant des heures dans un silence confortable, réparant une clôture ou s'occupant du petit jardin d'Arthur. D'autres fois, ils parlaient pendant des heures, leur conversation s'éloignant du prix de la nourriture pour animaux dans la ville la plus proche aux différences subtiles entre le cri d'un corbeau et d'une corneille. Ils étaient, au sens le plus vrai du mot, des amis, indispensables l'un à l'autre. Sadie était le cœur de leur petite famille improbable. Elle ne gardait plus sa veillée solennelle au bord des bois. Sa mission était maintenant terminée. Elle partageait joyeusement son temps entre les deux cabanes, une ambassadrice poilue, grise et blanche, de bonne volonté. Elle accompagnait souvent Ben dans ses promenades, trottant à ses côtés avec un contentement tranquille, sa présence une assurance constante et réconfortante. Ben découvrit d'un nouveau genre de paix, une qu'il n'avait jamais imaginée possible. Il était venu dans ces montagnes cherchant la paix du vide, un vide tranquille où ses fantômes ne pourraient pas le trouver. Mais c'était une paix fragile et défensive, une paix qui pouvait être brisée par un seul rêve violent. La paix qu'il trouva maintenant était quelque chose de complètement différent. C'était une paix construite à partir de la connexion. Il la trouva dans le silence facile qu'il partageait avec Arthur, un silence qui n'était pas vide, mais plein de compréhension tacite. Il la trouva dans le sentiment de but qui venait d'aider son ami âgé, sachant que sa force était nécessaire, qu'il faisait une différence dans la vie de quelqu'un. Et par-dessus tout, il la trouva dans la compagnie simple et inconditionnelle de Sadie. Le coup de tête tranquille contre sa main, le doux bruit de sa queue contre les planches de plancher. C'étaient les sons de sa nouvelle paix, plus vrais. Les cauchemars ne disparurent pas entièrement, mais ils vinrent moins souvent et leur pouvoir était diminué. Les fantômes de son passé étaient toujours là, mais ils n'étaient plus que de faibles échos, leurs cris chaotiques noyés par le rythme régulier et tranquille de sa nouvelle vie. Il n'était plus un homme défini par ce qu'il avait perdu. Il était en train d'être redéfini par ce qu'il avait trouvé. Un soir de la fin du printemps, alors que l'air se refroidissait et que le ciel s'approfondissait en un violet doux, les trois d'entre eux étaient assis ensemble sur le porche d'Arthur.
Une douce brise bruissait les nouvelles feuilles sur les arbres. Arthur était dans son rocking chair préféré, une courte pointe en patchwork sur ses genoux. Ben était assis sur les marches, adossé à un poteau du poche. À ses pieds, Sadie posait sa tête sur sa botte, sa respiration lente et régulière. Il regardait la vaste silhouette sombre de la montagne contre la lumière qui s'estompait. Ben se souvint d'avoir vu cette même montagne le premier jour où il était venu ici, la voyant comme un mur, une barrière derrière laquelle se cacher. Maintenant, il la voyait comme quelque chose d'autre. Il voyait la pente où lui et Arthur avaient identifié des traces de cerf. Il voyait le grand pin où il voyait souvent un faucon tourner en rond. Il voyait la crête lointaine qui menait à la clairière où Sadie avait gardé sa veillée fidèle. Il ne se cachait pas du monde ici, il en faisait partie. Le rocking chair d'Arthur grinçait doucement, le seul son dans le crépuscule paisible. Sadie soupira dans son sommeil. Ben se baissa et caressa sa fourrure douce, son cœur rempli d'une gratitude tranquille et profonde. Il était devenu ici un fantôme d'homme cherchant à disparaître et, au lieu de cela, il avait été trouvé. Il avait été guidé par la laisse invisible de l'amour d'une chienne loyale pour un souvenir, hors de la tempête et dans la chaleur tranquille d'une maison. Il n'était plus un soldat en surveillance solitaire. Il était un ami. Il était un voisin. Il était guéri non pas par le silence, mais par le lien incassable de loyauté et d'amour qui le liait maintenant, le vieux soldat et la chienne fidèle. Peut-être que les connexions les plus profondes ne sont pas celles que nous cherchons, mais celles qui nous trouvent dans nos moments les plus solitaires, guidés par une loyauté dont nous ne savions pas que nous avions besoin. L'histoire de Ben, Arthur et Sadie est un rappel tranquille qu'un seul cœur inébranlable peut être le phare qui nous guide à la maison à travers n'importe quelle tempête. Si ce conte d'un lien incassable a résonné en vous, nous serions honorés d'entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque j'aime et chaque partage aide ces histoires à trouver d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et en vous abonnant, vous nous aidez à maintenir ces voix en vie. Une autre histoire d'espoir vous attend maintenant à l'écran et nous serions ravis que vous nous y rejoigniez.